Amoureux de la physique, bonjour. Voilà la deuxième partie de ce cours sur la matière, qui est donc sur l'identification d'une espèce. Une fois qu'on a décrit la matière, est-ce qu'on est capable d'identifier une espèce inconnue? Alors on peut l'identifier de plein de façons. Notamment, d'abord, on va travailler sur les grandeurs physiques. La première grandeur physique sur laquelle on va travailler, revenir, puisqu'elle est vue au collège, c'est la masse volumique. Rappel, donc un corps pur peut être identifié par ses grandeurs physiques qui lui sont caractéristiques, ça veut dire qu'elles sont uniques que pour un corps. Donc la masse volumique d'une espèce pure, c'est une des caractéristiques. Cette masse volumique, son symbole c'est ρ, la lettre grecque ρ, c'est le rapport de la masse divisée par le volume, mais la masse de l'espèce divisée par le volume de l'espèce. Par exemple, la masse volumique de l'eau salée, c'est la masse d'eau salée divisée par le volume d'eau salée. La masse volumique, c'est en grammes par litre, donc la masse de l'espèce sera en grammes et le volume en litres. Voilà. Cette masse volumique dépend de la température, à cause de la dilatation, par exemple, des corps. Quand c'est chaud, eh bien, ça occupe un volume plus grand pour une même masse. Donc voilà, ça change. Donc des masses volumiques à connaître, bien sûr. Celle de l'eau, c'est évident. 1000 grammes par litre, 1 kg par litre. Mais comme c'est en grammes par litre, donc retenez-la en grammes par litre. Masse volumique de l'eau, 1000 grammes par litre. Et celle de l'air, puisqu'elle est vue au collège aussi, 1,3 g par litre. Ce qui veut dire que 1 litre d'air à 20 degrés pèse 1,3 g. En physique, nous parlons plutôt de densité que de masse volumique, puisque la densité est quelque chose qui peut se mesurer avec un appareil, un densimètre, notamment pour les liquides. Donc on va donner la définition d'une densité. La densité, c'est le rapport tout simplement des masses volumiques par rapport à une référence qui pour nous est l'eau, dans le cas des solides et les liquides. Donc c'est la masse volumique de l'espèce divisée par la masse volumique de l'eau. Donc ça va me donner un nombre sans unité, à condition bien sûr que les masses volumiques en haut et en bas soient dans la même unité. Mais ça c'est impératif. D est un nombre donc sans unité, ça vaut 0, 1, 2, 3, enfin bref. Voilà. Donc par exemple, rapport de la masse volumique de l'eau, donc vaut 1 gramme par centimètre cube, ou 1000 grammes par litre. Donc sa densité vaut 1, puisque ça fait la masse volumique de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau. Voilà. Dans le cas des gaz, eh bien, le gaz de référence, c'est l'air. Donc, la densité, c'est la masse volumique du gaz divisée par la masse volumique de l'air. Pareil, on prend l'exemple pour l'air. C'est la masse volumique de l'air divisée par la masse volumique de l'air. Ça fait donc 1. Donc, en fait, ces comparaisons de masse volumique ou de densité de deux corps non miscibles vont pouvoir nous permettre de dire qui est au-dessus de l'autre. D'accord ? Si un corps qui sera plus dense, donc la densité sera plus grande qu'un autre, dans un tube à essai, il sera en bas. Bien sûr, à condition que les liquides soient non miscibles. Donc, exemple ici, l'huile et l'eau, donc deux liquides non miscibles, l'huile est en haut, l'eau est en bas. Première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont non miscibles. D'accord ? J'aurais dû mettre un S, ça aurait été mieux. L'huile, elle est au-dessus de l'eau, donc je peux en déduire que l'eau est plus dense que l'huile, ou que l'huile est moins dense que l'eau. Voilà. Un instrument sur lequel vous allez travailler dans vos TP de chimie, c'est l'ampoule à décanter. Donc, comme son nom l'indique, ça va permettre de séparer des espèces par décantation. D'accord ? Je ne vais pas y rentrer dans le détail, on va voir à quoi il sert. Aussi donc un petit test rapide de type QCM pour vérifier toutes ces connaissances-là. Donc moi, je vous propose de mettre sur pause et ensuite de le faire. Voilà, donc je vais donner les solutions. Les particules constituées d'une eau sucrée sont différentes, voilà, et ne peuvent pas être distinguées à l'œil nu. Dans l'eau sucrée, on n'arrive pas à distinguer le sucre de l'eau, à condition que ce soit non saturé, ça veut dire que nous ne voyons pas les grains de sucre qui n'ont pas été dissous. Un corps pur est constitué d'une seule sorte de particules, pas de plusieurs. Lorsqu'on mélange un sirop avec de l'eau, on obtient un mélange homogène. Les deux liquides forment une seule et même espèce. Donc ils sont miscibles. Je vous rappelle, miscibles, deux liquides sont miscibles. Un solide et un liquide sont solubles. Un solide est soluble. On pèse un corps si la masse pesée est multipliée par 2. Alors le volume sera lui aussi multiplié par 2.
Le volume va doubler et la masse va doubler. L'eau de mer a une masse volumique plus grande que celle de l'huile. Donc pour une masse d'eau de mer va occuper un volume plus petit qu'une masse d'huile. Pour une même masse, une même masse, eh bien, vu que la masse volumique d'eau de mer est plus grande, ben, ça veut dire que le volume sera plus petit puisque je fais masse divisée par volume. Donc quand le volume est plus petit, la masse volumique est plus grande. Voilà. Et donc aussi, la masse d'eau de mer est plus grande pour un même volume d'huile, pour la même raison. Voilà. Petit calcul, là encore, petit exercice classique sur la masse volumique d'un corps, donc avec une petite expérience, voilà, pareil, mettez sur pause. Voilà, solution, donc je vous rappelle, on écrit d'abord les données. Donc les données ici de l'exercice, eh bien on me dit que la masse d'huile fait 45,50 grammes et aussi que le volume d'huile fait 50,0 millilitres. Voilà ce que je connais. Donc, une fois que j'ai ça, je vous rappelle que je donne la formule d'abord en lettres. La masse volumique, c'est la masse d'huile divisée par le volume d'huile. J'en fais une application numérique. 45,50, c'est la masse gramme. Le volume, pardon, je dois le mettre en litres pour avoir des grammes par litre. Il me faut des grammes en haut et des litres en bas. Donc 50,0 fois 10 puissance moins 3. Et ce qui va me donner que ρ de l'huile égale 920 grammes par litre. Ce qui veut dire que 1 litre d'huile pèse 920 grammes. Qui est plus léger que l'eau puisqu'elle pèse 1000 grammes. Voilà. Donc ça, c'est une carte classique où on a toutes les données sur l'acide acétylsalicylique qui est le nom scientifique de l'aspirine. Donc nous venons voir donc, parmi les caractéristiques physiques, les propriétés physiques, la masse volumique et la densité de ce corps. Juste dessous, vous pouvez observer le chapitre précédent, l'indice de réfraction, 55, qui est une aussi grandeur qui permet de déterminer l'aspirine, les cristaux d'aspirine, la solubilité de l'espèce, différente dans les solvants, à températures différentes, dans l'eau, l'éthanol, etc., qui va permettre d'identifier aussi l'espèce. Et enfin, il nous reste une autre technique d'identification par propriété physique, c'est les températures de changement d'état, qui sont uniques pour chacune des espèces. Donc ici, pour l'acide acétylsalicylique, eh bien, le point de fusion, c'est 135 degrés. Donc les températures de changement d'état, elles permettent de vérifier et d'identifier une espèce, pure bien sûr. Donc quand on trace, et on le fera en TP, quand on trace le graphique de changement d'état, en fait on prend une espèce chimique, ici on a pris de l'eau pure en rouge et de l'eau salée en bleu, donc toutes les deux à 15 degrés, et on les a refroidis, donc mis au congélateur, dans de la glace en fait, et on a mesuré toutes les 30 secondes ou toutes les minutes la température. On obtient ces deux courbes, la rouge et la bleue. Ce que l'on observe, c'est que, eh bien, on peut séparer cette courbe en 3 morceaux, voilà, ici, donc là on a liquide, là c'est passé à l'état solide, et entre les deux, on a un mélange liquide plus solide. Ce que l'on observe, c'est que quand le corps est pur, donc quand l'eau, par exemple ici c'est de l'eau, elle est pure, eh bien on voit que la température ne change pas tant qu'il reste de l'eau dans mon récipient. Une fois que la dernière goutte d'eau ici, la dernière goutte d'eau qui est dans mon mélange, se transforme en cristal de glace, et la température peut descendre. Alors que ce n'est pas le cas pour l'eau salée, la température change, descend petit à petit, alors que j'ai toujours un mélange liquide plus solide. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui permet d'identifier une espèce. La température de changement d'état ne change pas pour un corps pur, elle est unique, d'accord, pour chacune des espèces. Donc cette température est constante durant tout le changement d'état, je répète bien, c'est pour un corps pur, voilà. Et alors que pour un mélange, eh bien justement,
elle change, hein, au cours du changement d'état, elle change, hein, c'est ce qu'on voit ici, hein, elle diminue. Voilà. Température de passage de l'état solide vers l'état liquide, et bien en fait, c'est ce fameux triangle, passage d'un état à un autre, hein, d'état gazeux à l'état solide, à l'état liquide, etc. Donc passage de l'état solide vers l'état liquide, c'est cette flèche qui est ici, c'est la fusion. Sur mon diagramme ici que l'on a, on matérialise en flèche rouge quelque chose qui va donner, il faut qu'on donne de la chaleur, hein, donc ça nécessite de la chaleur pour que ça fonctionne. Donc le solide, on va lui donner de la chaleur pour donner le liquide donner la chaleur pour donner l'état gazeux, donc c'est ces flèches rouges. Et les flèches bleues, bah, c'est le contraire, on refroidit un liquide pour obtenir un solide. Donc ça, ce premier changement d'état, la fusion. Un autre changement d'état, ah oui, pardon, ça se mesure, cette température de fusion se mesure avec un banc de Köfler. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a vu l'aspirine. Si on fabrique de l'aspirine au laboratoire, eh bien, on met cette petite poudre sur notre banc de Köfler, qui ressemble en fait à une plancha, où en fait, ici, on a une température à peu près de 50 degrés, et ici, bah, ça dépend des bancs de Köfler, mais on peut avoir 250 degrés, d'accord? Et en fait, on va pousser notre petit tas de poudre jusqu'à ce qu'elle fonde, et grâce à un petit curseur ici, on va voir quelle est la température de l'endroit où ça fond, et donc on en déduira sa température de fusion. Bien évidemment, avant de faire ça, il faudra étalonner grâce à une poudre dont on connaît parfaitement sa température de fusion. Mais je vais assez vite parce qu'en fait, on va regarder une vidéo, vous regarderez une vidéo sur le banc de Köfler, comment ça fonctionne, et en TP, vous le verrez. Voilà. La température d'ébullition, bah, c'est le passage de l'état liquide vers l'état gazeux, hein, qui s'appelle la température de vaporisation. Elle dépend de la pression, elle, hein, à différentes pressions. Par exemple, pour l'eau, l'eau bout à 100 degrés, mais à pression normale, hein, c'est-à-dire atmosphérique, 1,013 10 puissance 5 pascal, alors que dans un autocuiseur, qui a une pression beaucoup plus élevée, hein, dans une cocotte minute, elle va bouillir à 120 degrés. Au sommet du Mont Blanc comme au sommet d'une montagne, la pression y étant plus faible, elle va bouillir plus faiblement, à une température plus faible, donc ici 85 degrés pour le Mont Blanc. Voilà, donc ça c'est les techniques d'identification par grandeur physique. Mais on peut aussi faire des tests chimiques pour identifier une espèce. Donc, vous en avez sans doute fait déjà au collège, par exemple test de l'eau, pour montrer la présence d'eau dans un corps inconnu, eh bien on y met du sulfate de cuivre anhydre, hein. C'est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau. Voilà, donc c'est classique. Pour les gaz, dioxyde de carbone, ça aussi c'est connu, notamment en SVT, pour montrer la respiration cellulaire. On inspire du dioxygène, on rejette du CO2. Et donc le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud, c'est-à-dire qu'on obtient une espèce de... on obtient un précipité blanc, l'eau de chaud va précipiter, elle est incolore, elle va devenir blanche, hein, en présence de dioxyde de carbone. Le dioxygène, eh bien le dioxygène, ben, hop, voici une petite vidéo qui vous montre une petite flamme incandescente. Voilà, vous voyez, on a pris un bâton incandescent, une flamme rouge au bout, et quand on a plongé dans le tube à essai, eh bien l'incandescence s'est manifestée par une plus grande, donc jusqu'à avoir une flamme, hein. Voilà. Le test au dihydrogène que probablement vous avez vu, alors écoutez bien, voilà, test de reconnaissance du dihydrogène. Donc ici, il se trouve qu'on avait un mélange d'acide et de fer, donc ça a donné du dihydrogène, et on va montrer cette présence grâce à une allumette enflammée cette fois-ci. Voilà. Quand on approche, voilà. Quand on approche, on entend une détonation, hein, un bruit un peu bizarre. On appelle ça l'expérience du cri du chien, parce que ça ressemble avec beaucoup d'imagination, bien sûr, à un cri de chien. Lorsqu'on approche donc une allumette enflammée, le dihydrogène détonne. Voilà, enfin, dernière technique, par chromatographie sur couche mince, CCM. C'est une technique qui permet de séparer et d'identifier les espèces. Alors, je vous montre très rapidement, grâce à une vidéo, cette technique. Sur couche mince. Nous allons réaliser une chromatographie sur couche mince pour vérifier que la couleur verte de certains bonbons
est due à deux espèces chimiques, la tartrazine, colorant E102 jaune, et le bleu patenté, colorant E131. Pour cela, nous avons besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'une plaque de silice, d'une cuve à chromatographie contenant un éluant, ici un mélange d'eau salée et d'éthanol, des solutions de colorants E131 et E102 qui nous serviront de référence, et bien sûr le colorant vert à étudier. Les espèces chimiques en solution sont prélevées à l'aide de capillaires. Commençons par matérialiser par un trait fin sur la plaque de chromatographie la ligne de dépôt et repérons par des croix les futurs dépôts. Déposons une goutte de chacune des solutions sur leur zone de dépôt respective. Plaçons ensuite la plaque dans la cuve à chromatographie et refermons le couvercle. L'éluant, la phase mobile, monte alors sur la silice la phase fixe par capillarité. Ce phénomène s'appelle l'élution. Les différentes espèces chimiques déposées migrent sur la plaque entraînées par l'éluant. À la fin de l'élution, il faut matérialiser le niveau atteint par l'éluant par un trait sur la plaque, le front de l'éluant. Séchons si nécessaire la plaque. La figure obtenue s'appelle un chromatogramme. Dans le cas d'espèces incolores, une révélation du chromatogramme est nécessaire. Elle peut se faire sous lumière UV. Dans ce cas, il faut entourer les taches ou en utilisant un révélateur chimique. Lors de l'élution, pour un éluant et une plaque donnée, chaque espèce chimique migre à une certaine hauteur sur la plaque. Il y a donc séparation des espèces chimiques d'un mélange. La migration de l'espèce est identique qu'elle soit pure ou contenue dans un mélange. Cela permet son identification dans le mélange. Nous voyons ici que le colorant vert est un mélange de deux colorants jaune et bleu et qu'il s'agit des colorants E131 et E102 car les taches sont à la même hauteur que les taches relatives aux références. Retenons donc qu'après réalisation d'une chromatographie sur couche mince, l'interprétation du chromatogramme obtenu permet de savoir si on a déposé un corps pur ou un mélange, permet en comparant à des espèces de référence d'identifier les espèces déposées. Voilà, donc le chromatogramme que l'on obtient, si vous avez compris, verticalement on arrive à savoir si notre espèce est pure ou pas. Si elle est pure, il n'y a qu'une tache, c'est le cas à E, et si c'est un mélange, il y a plusieurs taches. Horizontalement, on permet d'identifier. Alors bien sûr, identifier, ça marche plutôt par je pense qu'il y a tel corps, ou je veux vérifier la pureté de mon espèce, donc je compare par rapport à une espèce pure. Voilà, donc par exemple, ça c'est classique, les chromatogrammes que l'on peut faire assez facilement de stylo par exemple, hein, de feutre. Voilà. Et donc ça, c'est chromatogramme, alors ça aurait dû être dessus, c'est justement quand on parlait révélé par UV. Donc toute la carte mentale finie avec toutes les informations, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'informations sur la matière, sa description, mais en fait vous connaissez beaucoup de choses déjà là-dedans, en venant du collège. Il y a une petite chose que je n'ai pas parlé dans ce cours-là, c'est la notion de saturation des espèces, hein. Dans un mélange hétérogène, par exemple quand on met une poudre du sel dans de l'eau, s'il reste des cristaux de sel au fond, qu'on n'est pas arrivé même malgré une grande agitation à dissoudre ce sel, on dira que la solution est saturée, d'accord ? Saturée, ça veut dire qu'on ne peut plus dissoudre au maximum de sel. Mais on fera un exercice là-dessus. Voilà. Je vous laisse donc regarder ce cours et le compléter. Ensuite, il faudra faire bien sûr des exercices dessus. À bientôt, au revoir.